Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les mauvais sorts existent-ils? En Grande-Bretagne, un mystérieux tableau est soupçonné d'avoir déclenché une série de violents incendies. Il y avait un portrait de ce garçon dans toutes les maisons incendiées. Est-ce l'œuvre d'un pyromane au pouvoir surnaturel? En Floride, une sinistre poupée ruine la vie de quiconque croise son chemin. J'avais peur. J'avais très peur. Un jouet pour enfants peut-il avoir des pouvoirs maléfiques? Et en Californie, une riche héritière se lance dans une construction parmi les plus étranges de l'histoire. Les fantômes sont revenus la hanter pour demander vengeance. Une sinistre malédiction pesait-elle sur sa famille? Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. Croyez-vous aux superstitions et à la malchance? La plupart d'entre nous y croient, et je ne parle pas de miroirs cassés, de chats noirs ou d'échelles maudites. Ce ne sont que des histoires populaires. Saviez-vous que des milliers d'objets peuvent porter malheur, comme le chiffre 13? Au Japon, c'est le chiffre 4. En Italie, c'est le 17. Et en Australie, le 87. Et saviez-vous que... Oh non... Tu es une coccinelle. Porte-malheur. Mais ce n'est pas tout. Oh, qui a mis ça là? Ne mettez jamais de chaussures sur une table. Ça vous porterait malheur toute une journée. Et... laisser tomber des ciseaux serait un signe d'infidélité de son conjoint. Est-ce vraiment possible? Des objets inanimés peuvent-ils nous empoisonner l'existence? Peuvent-ils nous jeter des sorts à notre insu? Oh! Je l'ai échappé belle. Elle est fidèle. Nous sommes en 1985, à Rotherham, en Angleterre. Un incendie dévastateur détruit la résidence de Ron et Mary Hall. Le couple vivait dans cette demeure de Rotherham depuis 27 ans. Calvin McKenzie, ancien rédacteur en chef du Sun, le quotidien le plus vendu en Grande-Bretagne, a couvert l'histoire. Un incendie a éclaté dans leur maison à cause d'un chaudron d'huile. Toute la maison a été réduite en cendres. Mais ce n'est pas un banal incendie. Les pompiers font une étonnante découverte dans des décombres. Ils ont trouvé un tableau, le portrait d'un garçon en pleurs. Tout le contenu de la maison a flambé, sauf ce tableau. Comment ce tableau a-t-il pu résister au feu? En fouillant l'histoire, Mackenzie fait une étonnante découverte. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les pompiers ont vu ce tableau avant, dans les ruines de dizaines de maisons incendiées. Un pompier de la région de Rotherham a affirmé être intervenu dans une cinquantaine de maisons où se trouvait une reproduction quelconque du garçon en pleurs. Au fil de ses recherches, l'histoire devient de plus en plus bizarre. Le garçon en pleurs a été peint à Madrid en 1969
par un artiste espagnol peu connu, Bruno Amadio. Le tableau a été largement reproduit et vendu en Grande-Bretagne dans les années 1960 et 1970. Pour la première fois, on fait le lien entre les incendies et le tableau. C'est ainsi qu'on a découvert la malédiction du garçon en pleurs. L'histoire suscite une réaction inattendue. Le journal est submergé d'anecdotes sur le garçon en pleurs. Une certaine Madame Jones l'accusait d'avoir incendié sa maison de Cornwall, tout comme la famille White de Harrogate dans le Yorkshire. J'ai été estomaqué par l'avalanche de témoignages de lecteurs. Ces nouvelles histoires soulèvent une inquiétante possibilité. Le garçon en pleurs ne fait pas que survivre aux incendies. Il en serait à l'origine. Il y avait un portrait de ce garçon dans toutes les maisons incendiées. La méfiance suscitée par le tableau s'intensifie. Mackenzie lance une campagne pour détruire jusqu'à la dernière reproduction en circulation. Sauvez votre maison. Envoyez-nous vos répliques du garçon en pleurs et nous les détruirons avant qu'il vous détruise. On a littéralement été submergés. On a réuni toutes les toiles, on en a fait un énorme bûcher et on y a mis le feu. On a tout brûlé pour conjurer le mauvais sort. La malédiction du garçon en pleurs est l'une des histoires les plus inusitées couvertes par Mackenzie en 40 ans de carrière. C'est le genre d'histoire que tout le monde lit, parce que tout le monde redoute les mauvais sorts et les histoires de chats noirs. La preuve, c'est qu'on en parle encore 25 ans plus tard. Est-ce bien une malédiction? Un tableau peut-il déclencher des incendies? Il y a de quoi faire des cauchemars, non? Imaginez qu'à cause d'un tableau, votre maison soit rasée par les flammes. Une simple toile peut-elle avoir de tels pouvoirs? Bizarre, ou quoi? J'ai voulu savoir qui était ce garçon. Et pourquoi il était si triste. Vous sentez cette odeur de brûlé? Oberon Zell est cofondateur de l'Église de tous les mondes. À mon avis, le mauvais sort du garçon en pleurs est une vraie malédiction des temps modernes. Il croit que les malédictions sont bien réelles et qu'elles peuvent prendre plusieurs formes. Le tableau du garçon en pleurs est ce qu'on appelle un objet maudit. C'est un cas de malédiction associé à un objet en particulier, plutôt qu'un sort qui aurait été jeté à une personne ou à une famille. Selon lui, certaines malédictions les plus tristement célèbres de l'histoire frappaient des objets maudits. Tout le monde connaît la malédiction du pharaon. Il ne s'agit pas de personnes frappées par un mauvais sort, mais plutôt de malchance associée à des objets. Si le garçon en pleurs est un objet maudit, d'où vient cette malédiction? Pour Oberon Zell, l'explication est simple. Elle se trouve dans le regard même du garçon. Mais qui était-il? Et pourquoi pleure-t-il? C'était un orphelin qui a perdu ses parents dans un incendie. Il est devenu muet de tristesse après le drame. Le jeune madrilène aurait été trouvé par l'artiste en 1969, alors qu'il errait dans les rues. Touché par sa tristesse, l'artiste en aurait peint le portrait. Quelques jours plus tard, son atelier était la proie des flammes. Il a accusé l'enfant d'avoir allumé l'incendie et le garçon s'est enfui. Pourquoi cet enfant aurait-il allumé l'incendie? Selon Zell, parce qu'il était pyrokinésiste. Les pyrokinésistes ont le don d'allumer des feux par la pensée, pas nécessairement intentionnellement, bien que ce puisse être le cas. C'est un phénomène psychique, comme la télépathie ou la clairvoyance. Mais on ne le saura jamais. Tragiquement, le jeune orphelin aurait été tué dans un accident de voiture quelques années plus tard. Mais certains croient que son don aurait survécu dans ses portraits. C'était un enfant maudit. Des incendies éclataient partout où se trouvait son portrait. Le portrait du garçon en pleurs était-il un objet maudit? Et le simple fait d'en parler en ce moment même ne fait-il qu'aggraver les choses? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle?
L'histoire du garçon en pleurs est bien réelle. En Grande-Bretagne, des dizaines d'incendies sont attribués à un mystérieux portrait qui résiste aux flammes. Le portrait du garçon en pleurs est-il maudit? L'ingénieur en mécanique Michael Gollner étudie la combustion et le feu à l'Université de Californie à San Diego. Je ne crois pas qu'un mauvais sort empêche ce tableau de brûler. Pour l'ingénieur, la résistance de ce tableau au feu n'a rien d'extraordinaire. Tout dépend de l'intensité du feu dans la pièce et de ce qui brûlait au moment où les pompiers sont arrivés. Cela n'a rien à voir avec un mauvais sort. La clé du mystère, soutient Gollner, ne relève pas du portrait en soi, mais plutôt de ce dont il est fait. Les répliques de tableaux sont souvent faites de panneaux de particules haute densité. C'est la nature de ces tableaux qui empêche les tableaux de brûler dans une pièce en flammes. Selon lui, les panneaux de particules sont pratiquement ininflammables, contrairement au reste du mobilier d'une maison. Lors d'un violent incendie, la chaleur monte si bien que les gaz et les articles ménagers finissent par prendre feu. Les reproductions de garçons en pleurs sont souvent faites de matériaux qui ne s'enflamment pas aussi facilement. D'où la résistance du portrait aux flammes. Le type d'attache servant à fixer le tableau au mur pourrait faire partie de l'explication. Selon Gollner, un tableau retenu par une ficelle tombera forcément lorsqu'elle brûle, sauvant du coup le tableau. Une fois par terre, le tableau ne prend pas feu. Il se retrouve balayé par un courant d'air frais au sol et est moins susceptible de s'enflammer. Comment alors expliquer la présence du portrait sur le lieu de dizaines d'incendies? Simple coïncidence, selon Gollner. Vu les quelques 50 000 répliques de ce tableau en circulation au pays, la probabilité que le garçon en pleurs se retrouve dans un incendie, comme il en survient chaque jour en Angleterre, est énorme en y pensant bien. Gollner a imaginé une expérience pour appuyer sa théorie. Voici l'arrivée du gaz. Pour la première fois, il espère prouver ce qui s'est réellement produit lors de ces incendies. Nous allons reproduire les conditions typiques d'un incendie dans une maison de ville du Yorkshire. C'est excitant. Le feu risque de se propager très vite. Il va faire très chaud là-dedans. La majeure partie de la pièce devrait s'enflammer. La température monte rapidement et frôle bientôt les 1100 degrés Celsius. Même des pompiers équipés des pieds à la tête ne survivraient pas à une telle chaleur. Tout à coup, la théorie de Gollner semble vouloir se confirmer. Le portrait du garçon tombe au sol. Le courant d'air était si puissant que le tableau s'est décroché du mur en tombant du crochet où on l'avait suspendu. L'hypothèse de Gollner se confirme. Le tableau tombe au sol, à l'abri de la chaleur intense qui envahit la pièce. Si le tableau ne s'était pas décroché, il aurait sans doute pris feu. Pour Gollner, cette expérience prouve que les craintes entourant le portrait du garçon ne sont pas fondées. L'histoire du garçon en pleurs est bien réelle, du moins en peinture. Et certains tableaux ont effectivement échappé aux flammes. Mais la malédiction l'entourant n'est qu'une machination. C'est aussi le point de vue du journaliste d'enquête Chris Horry. Il est persuadé que l'histoire du garçon en pleurs a été fabriquée de toutes pièces. Elle exploite l'ignorance et la superstition des gens. Deux éléments qui font le succès des tabloïds. Il a une étonnante théorie pour expliquer le tumulte entourant le portrait. Il croit que ce n'était qu'un coup d'éclat dans une guerre de popularité entre les deux premiers tabloïds britanniques. Deux tabloïds se disputaient le lectorat, le Sun et le Mirror. Le Mirror était plus traditionnel. L'histoire du garçon en pleurs a été une véritable aubaine pour le Sun. Chris Horry croit que le Sun a fait ses choux gras de cette histoire. Le rédacteur en chef, Kelvin Mackenzie, était un maître dans l'art du tabloïd. Il savait qu'1 million de personnes étaient susceptibles d'avoir ce tableau à la maison. En parlant de ce garçon, il savait qu'il toucherait 1 million de lecteurs potentiels. Selon Horry, l'invitation aux lecteurs à lui faire parvenir leur reproduction du tableau a été le coup de maître de Mackenzie. Les lecteurs ont envoyé leur tableau du garçon pour que le journal s'en débarrasse, comme si c'était de l'amiante ou des déchets nucléaires, alors qu'ils auraient très bien pu les mettre aux ordures eux-mêmes. Tout cela n'a fait qu'alimenter la croisade du Sun contre le garçon en pleurs et la diabolisation du tableau. Le Sun s'est même targué d'avoir sauvé les Britanniques de la mystérieuse malédiction. C'était un coup de génie.
le journalisme de tabloïd à son meilleur. La malédiction du garçon en pleurs était-elle qu'une invention des médias? Son portrait avait-il des pouvoirs surnaturels? Ou tous ces incendies n'étaient-ils que pure coïncidence? Bizarre ou quoi? En Floride, la vie d'une femme s'écroule soudainement après une étrange rencontre avec un jouet. S'agit-il d'une poupée ensorcelée? Elle effraie tout le monde, moi la première. Depuis que je suis grand-père, j'adore regarder mes petits-enfants jouer, surtout avec leurs amis imaginaires. On est tous passés par là, non? On a imaginé nos peluches en vie. On leur a inventé une personnalité, donné un nom. On les a tant aimées et elles nous l'ont bien rendu. Oui. Mais certains amis imaginaires sont moins sympathiques. Je parle de ceux qui se cachent sous le lit et qui vous font encore peur aujourd'hui. Voici Robert. En avril 2007, Heather Clement, 52 ans, visite le musée East Martello de Key West, en Floride. J'errais dans le musée en discutant au téléphone, comme toujours. Je suis montée au dernier étage. C'était vraiment magnifique là-haut. J'ai continué à discuter au téléphone en redescendant et je suis sortie. Mais ce gâteau d'une agréable journée de congé tourne rapidement au cauchemar. D'étranges événements se sont succédés sans que j'y accorde trop d'attention. Dans les jours suivants, Heather connaît le premier d'une inexplicable série de revers dans tous les aspects de sa vie. Mon petit ami et moi nous sommes séparés et ma voiture est tombée en panne sans prévenir. Puis j'ai perdu mon travail, le travail qui m'avait amené par ici. Heather trouve un nouvel emploi, mais un incendie ravage l'immeuble. Ces mésaventures ne s'arrêtent pas là. J'avais un rendez-vous, mais le type n'est jamais venu. J'ai fini par apprendre qu'il avait eu un accident et s'était retrouvé à l'hôpital. Heather refuse de croire qu'il s'agit de simples coïncidences. J'étais terrifiée. Tout ce que je faisais tournait au cauchemar. Angoissée, Heather décide de chercher de l'aide. Elle consulte un médium. Ce qu'elle apprend alors lui glace le sang. Elle est sous l'emprise d'un mauvais sort. Je suis passée par toute la gamme des émotions. Je n'ai d'abord pas cru, pas du tout. Puis j'ai eu peur, très peur. Je n'ai jamais cru aux malédictions ni aux mauvais sorts. Qui a bien pu jeter un sort à Heather? Selon le médium, une poupée vieille de 100 ans, du nom de Robert, exposée au musée East Martello. J'avais déjà entendu parler de cette poupée avant de la voir. J'avais lu plusieurs articles sur elle. C'est une poupée ensorcelée d'environ 1 mètre. Elle serait responsable de plusieurs incidents survenus à Key West. Étonnamment, des centaines d'autres visiteurs disent avoir eu une extrême malchance après la visite du musée. Une poupée peut-elle jeter des mauvais sorts? Et qu'a fait Heather pour mériter cela? Avec du recul, je me suis dit que c'était peut-être Robert. Soudain, elle croit comprendre. Je l'ai complètement ignoré. Elle a ignoré le présentoir où est exposée la poupée. Je crois que la poupée m'a jeté un sort parce que je l'ai ignoré. Je discutais au téléphone et je lui ai manqué de respect. Un simple jouet peut-il avoir des pouvoirs maléfiques? Robert n'est pas une poupée comme les autres. David Sloan est enquêteur du paranormal. Il croit que le mystère remonte à 1904, année où le domestique d'un éminent couple de Key West a été renvoyé. Sans aucun doute, le domestique s'est senti lésé. Dans un étrange acte de vengeance, le domestique confectionne une poupée à l'image du fils du couple, Eugene, et la lui offre en cadeau.
Elle ressemblait à un enfant. Elle faisait environ 1 mètre. Elle était bourrée de paille, avait de jolis boutons noirs en guise d'yeux et portait un petit habit de marin. Dès qu'il la reçoit, Eugene Otto voue un amour étonnamment sincère à la poupée. Eugene ne s'est plus jamais séparé de Robert après l'avoir reçu en cadeau. Rapidement, les parents de Eugene remarquent que leur fils a un étrange comportement avec la poupée. Ils l'entendent avoir des conversations avec elle, mais discernent 2 voix, plutôt qu'une. Leur fils a un comportement de plus en plus erratique et violent. Mais ils y agirent sous l'influence de Robert. Il faisait toujours porter le blâme à Robert. Le bruit court que d'étranges événements se produisent chez les Otto. Des enfants du coin qui passaient près de la maison familiale des Otto auraient vu la poupée se déplacer d'un côté et de l'autre de la fenêtre de la tourelle et ouvrir les stores. Après la mort de Eugene en 1974, la maison est mise en vente, mais Robert reste au grenier. Et les nouveaux propriétaires sont témoins d'incidents encore plus terrifiants. Un plombier qui effectuait des travaux dans le grenier aurait entendu des rires derrière lui. Quand il s'est retourné, la poupée s'était déplacée d'un côté à l'autre de la pièce. Le plombier s'est enfui en dévalant l'escalier et n'est plus jamais revenu. Pour se débarrasser de Robert à tout jamais, le couple fait don de la poupée à un musée local. Mais loin de cesser, les étranges incidents se font de plus en plus fréquents. Sur place, au musée East Martello, il y a des centaines de lettres de personnes frappées de la malédiction de Robert. Certaines s'excusent de s'être moquées de lui, disant qu'elles avaient fait une crevaison de puits ou avaient été frappées 2 fois par la foudre. Heather Clement est de celle-là. Elle tente désespérément de conjurer le mauvais sort qui lui empoisonne la vie. J'ai demandé à plusieurs médiums comment faire pour conjurer le mauvais sort. La solution? Implorer son pardon. J'ai écrit une lettre d'excuse à Robert et je l'ai cachetée. Ce qu'elle contient est entre lui et moi. C'est une affaire personnelle et ça le restera. Manquer de respect à Robert est la pire chose que j'ai faite. Tout ça est très bizarre, non? Une poupée qui s'offusque d'avoir été ignorée par une visiteuse de passage, ce n'est pas une poupée. C'est un dictateur. Et cette pauvre femme doit lui faire des excuses? C'est ridicule. Il faut avoir une sacrée bonne raison pour jeter un sort à quelqu'un. Que dis-tu de ça, Robert? Cher Robert, je suis désolé de t'avoir fait un pied de nez. S'il te plaît, pardonne-moi. Robert est-il possédé par un esprit malveillant? Si oui, d'où lui viennent ces terribles pouvoirs? Peut-il vraiment jeter des sorts aux passants? L'enquêteur du paranormal Chad Lewis est catégorique. Je suis persuadé que Robert est ensorcelé. Et il n'est pas impossible que cette malédiction ait été causée par l'homme et ses valeurs. Chad Lewis croit que le domestique qui a confectionné Robert pratiquait la sorcellerie. La sorcellerie est une forme de magie axée sur les sorts et les malédictions. Ces adeptes utilisent des os, des dents et des herbes pour jeter toutes sortes de sorts. Lewis est persuadé que le domestique a ensorcelé la poupée pour se venger d'avoir été congédié. Le sort avait pour but de nuire à la famille, mais aussi à toute personne qui mettrait les pieds dans la maison. Mais ce n'est pas tout. Selon Chad Lewis, la poupée n'est pas seulement maudite, elle serait même bien vivante. Quiconque a vu Robert en personne sait qu'il est habité par une forme d'intelligence, quelque chose comme un esprit ou une entité. J'ignore quoi exactement, mais ce n'est pas un objet ensorcelé comme les autres. Cette poupée de paille est-elle vivante? Lewis est convaincu que les pouvoirs surnaturels de Robert proviennent d'un mystérieux talisman logé à l'intérieur même de la poupée. Une légende veut que la poupée contienne une pierre d'âme, un objet ayant déjà appartenu à une personne décédée.
Il aurait suffi de placer cette pierre d'âme dans la poupée pour que le sort fasse son œuvre. Mais Robert est-il vraiment maléfique? Je ne le trouve pas particulièrement effrayant. Il ne me laisse pas indifférent et je suis sur mes gardes quand je suis en sa présence, mais je n'irai pas jusqu'à dire que j'en ai peur, tant et aussi longtemps que je suis respectueux. La sorcellerie y est-elle pour quelque chose? Peut-on jeter un puissant sort à quelqu'un en réunissant une combinaison d'ingrédients magiques? Ou y a-t-il une autre explication? La psychologue Marilyn Miller croit que la réponse est ailleurs et n'a rien à voir avec le surnaturel. Je ne crois pas au mauvais sort, mais je crois en la force de l'esprit. Elle croit que le pouvoir maléfique de Robert n'est qu'un produit de l'imagination de Eugene Hotto. Tous les enfants prêtent des qualités humaines aux jouets et à d'autres objets inanimés. Mais Eugene n'était pas comme les autres enfants. Il n'a jamais cessé de croire que Robert était en vie. Eugene, à qui appartenait la poupée, avait ses propres angoisses. Peut-être se sentait-il très seul et avait-il une imagination très fertile. Marilyn Miller croit également que les rumeurs sur la nature diabolique de Robert ont largement alimenté la prétendue malédiction. Une fois qu'on se croit frappé d'une malédiction, notre chimie corporelle peut changer. On perd l'appétit, on néglige sa santé et on est persuadé qu'on est sur le point de mourir. L'esprit humain cherche à établir des liens là où il n'y en a parfois aucun. Particulièrement si on est convaincu qu'on est sous l'emprise d'un mauvais sort. La malédiction de Robert n'est-elle qu'une superstition collective qui a dégénéré? Ou n'est-ce après tout qu'une poupée? Comment alors expliquer qu'il se déplace et manipule ainsi son entourage? Un homme croit savoir. Andy Sway est un guérisseur énergétique. Non seulement il croit Robert doté de sombres pouvoirs, il est d'avis que nous sommes tous à blâmer. Le cas de Robert est simple. C'est un objet qui a emmagasiné une certaine forme d'énergie négative, qu'il projette aujourd'hui sur les visiteurs du musée, qui sont sensibles à ce type d'énergie. Est-ce possible? Robert serait-il un capteur d'énergie négative? Si oui, d'où lui vient cette énergie? L'énergie négative se transmet principalement par différentes formes de conflits ou d'agressions, qu'elles soient psychologiques, physiques, verbales ou d'une autre nature. Robert capte-t-il nos pensées les plus négatives pour nous les retransmettre sous forme de mauvais sorts? Mais comment? Et pourquoi? Je crois que toute cette histoire est un excellent exemple d'effet boule de neige. Eugene a laissé entendre que Robert avait provoqué les incidents. Les gens du village ont renchéri sur l'histoire et elle a fini par faire le tour du monde, à cause de l'effet boule de neige. Avons-nous quelque chose à voir avec la malédiction de cette poupée? Un sorcier a-t-il caché un mystérieux talisman dans ses entrailles? Ou n'est-ce là que le fruit de notre imagination? Étrange, n'est-ce pas? Une femme se lance dans un étrange et ambitieux projet de construction. Obéit-elle à des esprits malveillants? Les fantômes sont revenus la hanter pour demander vengeance. Vous savez que je suis obsédé par l'idée de tout faire moi-même, comme les rénovations de ma charmante maison. C'est mon château, après tout. Oh. Rien n'égale le sentiment d'accomplissement et de satisfaction qui vient avec un changement de décor. Oh! Où l'on a pensé chaque petit détail qui en fait un paisible refuge. Enfin, peut-être pas si paisible. Certaines rénovations sont l'œuvre de toute une vie, mais celles qui relèvent de la vie après la mort sont drôlement plus inquiétantes. Nous sommes en 1860 aux États-Unis. Tandis que les pionniers se fraient un chemin à travers l'Amérique et que la conquête de l'Ouest bat son plein,
une invention révolutionnaire les aidera à atteindre leur but. La carabine Winchester. Conçue par la Winchester Repeating Arms Company, cette machine meurtrière a décimé des populations entières d'Amérindiens. Et elle a fait de Wirt Winchester et de sa femme Sarah l'un des couples les plus fortunés et respectés du pays. Mais pour Sarah, l'euphorie du succès est de courte durée. En 1866, une série de mystérieux événements tragiques survient et la hantera jusque dans sa tombe. Les proches de Sarah Winchester meurent tous, un à un, sans explication. Son mari, son frère, sa sœur et son beau-père. S'ensuit ce qui deviendra l'un des plus étranges mystères irrésolus de l'histoire. L'enquêteur du paranormal, Mitchell Whittington, a écrit sur l'affaire. Elle a subi plusieurs épreuves affligeantes en très peu de temps. Elle a dû être complètement dévastée. Terrassée par le deuil, Sarah se tourne vers le monde des esprits et consulte un médium pour tenter de communiquer avec sa famille. Elle a consulté un voyant de Boston du nom d'Adam Coons. Il n'a pas été en mesure d'établir le contact qu'elle attendait, mais il avait un message pour elle. La révélation du voyant la hantera pour le reste de ses jours. Il lui a annoncé qu'elle était frappée d'un mauvais sort. Pire encore, il lui révèle que cette malédiction a été causée par l'invention même qui a permis à sa famille de faire fortune. Elle était la seule héritière de la fortune des Winchester. Les fantômes de toutes les victimes qu'avaient faites les carabines Winchester aux États-Unis sont revenus la hanter pour demander vengeance. Sarah est sous le choc, mais le voyant lui apporte une lueur d'espoir. Il a imaginé une stratégie pour lui permettre de composer avec tous ses esprits. L'idée consistait à bâtir une maison assez grande pour loger tous ces fantômes et faire en sorte qu'ils cessent de l'affliger, elle et sa famille. Le hic, c'est qu'aucune maison ne sera jamais assez grande pour contenir le fantôme de tous ces morts. Les esprits seraient toujours plus nombreux à se présenter, car à cet instant même, les carabines Winchester continuaient à faire des centaines de victimes. Devant ce sombre message du monde des morts, Sarah trouve une solution pour le moins étrange. Agrandir sa maison tant et aussi longtemps qu'elle sera en vie. Elle achète une ferme près de San José pour construire sa nouvelle demeure. Elle a embauché toute une équipe de menuisiers et leur a expliqué exactement ce qu'elle voulait. Une foule d'ouvriers travaillait jour et nuit à la construction. On dit que le martèlement était incessant. La nouvelle maison Winchester, comme on la connaît alors, s'agrandit rapidement. Mais l'obsession de Sarah à l'égard du monde des esprits a une étrange influence sur la configuration des lieux. Plusieurs escaliers ne menaient nulle part. La maison était truffée de trappes et de portes qui débouchaient sur des murs pour semer la confusion chez les esprits errants, afin qu'ils cessent de l'embêter. Sarah devient une solitaire excentrique. Elle organise des séances de spiritisme nocturne, convaincue que les fantômes des victimes de Winchester la pourchassent, où qu'elles soient. Elle dormait dans une chambre différente tous les soirs pour éviter que les esprits la retrouvent. Et elle empruntait chaque fois des passages différents pour tenter de les semer dans la maison. Pour déjouer les esprits, Sarah agrandit sans arrêt la maison, qui a toutes les allures d'un énorme château gothique de plus de 2200 mètres carrés et 160 pièces. La construction ne s'est arrêtée qu'en 1922, quand elle est finalement décédée. À l'annonce de sa mort, les ouvriers ont tout arrêté et ont quitté la propriété. La maison Winchester existe toujours, vestige unique de 40 ans de construction ininterrompue. Plusieurs croient que les fantômes qui hantaient Sarah habitent toujours la maison. Sarah Winchester et sa famille ont-elles été frappées d'une malédiction? Les victimes des carabines Winchester sont-elles revenues la hanter? Difficile à croire, n'est-ce pas? Sarah Winchester a passé 38 ans à bâtir une maison que seuls les fantômes pouvaient aimer. Étrange.
Mais n'oubliez pas que nous sommes en Californie. Cette histoire est certes incroyable, mais le simple fait d'avoir trouvé des entrepreneurs disposés à faire des heures supplémentaires est tout aussi extraordinaire. Si vous ne croyez toujours pas au surnaturel, en voilà une belle preuve. Shelley Kerr est une hypnothérapeute clinicienne spécialisée en phénomènes surnaturels. Je crois aux objets et aux lieux ensorcelés, comme la maison Winchester. Selon elle, le mauvais sort de Sarah ne lui a pas été jeté par les victimes des carabines Winchester, mais plutôt par l'homme auprès de qui elle a cherché de l'aide. Je crois qu'elle a été ensorcelée par le voyant qu'elle a consulté à Boston. Elle était dans le deuil et éprouvait un profond malaise par rapport à l'entreprise familiale. Elle était très vulnérable au message que lui a transmis ce voyant. Shelley croit que les séances spirituelles nocturnes de Sarah ont libéré des forces surnaturelles hors de tout contrôle. Je crois qu'elle communiquait avec les victimes d'armes Winchester et les invitait dans sa maison, comme le lui avait suggéré son voyant. Une fois sur place, les esprits auraient lentement empoisonné la vie de Sarah, au point de lui faire perdre la raison. Elle a créé un vortex par lequel les esprits s'insinuaient chez elle pour lui dire comment bâtir la maison. Je crois qu'elle était affreusement tourmentée. Les conseils mal avisés du voyant ont-ils déclenché l'obsession qui hantera Sarah Winchester toute sa vie? Sarah a eu une triste vie. Elle vivait complètement en marge de la société. Elle ne sortait jamais. Ses seuls contacts étaient avec des esprits. Il y a de quoi devenir fou. Elle a dû énormément souffrir. Shelley Kerr croit que l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Sarah. Elle est persuadée que Sarah vit toujours dans sa maison, avec les autres fantômes. Elle hante toujours sa propre maison. Elle en est prisonnière. Elle n'arrivera jamais à trouver la paix, même dans la mort. Sarah a-t-elle invité des esprits malveillants dans la maison Winchester lors de séances spirituelles? Ces fantômes l'ont-ils rendue folle? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre? Sarah Winchester a été empoisonnée. Une femme fait construire un étrange manoir tentaculaire dans la campagne californienne. Elle et sa famille ont-elles été frappées d'un mauvais sort? Des esprits malveillants l'ont-ils rendue folle? Judith Zalekoff, professeure de toxicologie à l'Université de New York, n'y croit pas une minute. Elle a une explication médicale toute simple. Je ne crois pas que sa maison était hantée. Je crois plutôt que Sarah Winchester a subi un empoisonnement aux vapeurs et à la poussière de métal qui ont envahi sa maison durant les travaux. À cette époque, le plomb était largement répandu. On le voyait comme une solution miracle. Les peintures étaient à base de plomb. Vu l'utilisation constante de peinture dans la maison, cela a certainement augmenté sa concentration de plomb dans le sang. Judith Zalekoff croit que Sarah a été exposée à des concentrations toxiques de plomb pendant des années dans la maison Winchester. En dormant, en faisant sa toilette, en buvant l'eau, elle était continuellement exposée au plomb et à de nombreux autres métaux, jour et nuit. Sarah a-t-elle été empoisonnée au plomb à petit feu? Cette intoxication lui aurait-elle fait perdre la tête? Judith Zalekoff explique que le plomb se concentre particulièrement dans le cerveau et perturbe d'importantes fonctions neurologiques. Le plomb se loge très facilement dans les tissus mous du cerveau. Il tue les cellules du cerveau et s'attaque à différentes régions du cerveau. Judith Zalekoff croit que les étranges compulsions de Sarah ont été causées par un empoisonnement au plomb. Il semble que c'était une femme hyperactive, très angoissée, puisque sa maison était continuellement en rénovation. Son comportement pourrait s'expliquer par des concentrations élevées de plomb dans le sang. L'étrange comportement de Sarah et son obsession à l'égard des fantômes ont-ils été causés par un empoisonnement au plomb? Mary Jo Ignofo, auteure de la biographie de Sarah Winchester, n'en croit pas un mot. Les preuves historiques montrent que Sarah Winchester n'était pas démente. Elle croit que l'étrange comportement et les obsessions de Sarah Winchester sont des rumeurs non fondées. Sarah Winchester n'était pas ensorcelée. C'était simplement une femme qui vivait sa vie comme elle l'entendait.
Si Sarah n'était pas folle, pourquoi a-t-elle passé 40 ans à construire cette énorme maison labyrinthique? C'est simple. Elle avait besoin de toutes ces pièces. Quand elle s'est installée en Californie, toutes ses sœurs et leurs familles l'ont accompagnée. L'idée de départ était donc de bâtir une énorme résidence capable de loger plusieurs familles. Comment expliquer alors les couloirs tortueux et les portes sans issue? Mary Jo croit qu'ils n'ont jamais fait partie des plans initiaux, qu'ils seraient plutôt le résultat du séisme de 1906 de San Francisco qui a gravement endommagé la maison Winchester. Elle avait fait ériger une tour de 7 étages qui s'est effondrée sur la maison lors du séisme. Les 3 étages supérieurs de la maison ont été une perte totale. Selon elle, Sarah aurait ordonné aux ouvriers de condamner toutes les portes et tous les escaliers endommagés. Si Sarah n'était ni folle ni ensorcelée, pourquoi alors toutes ces rumeurs à son sujet? Toutes ces calomnies sur Sarah Winchester ont été publiées dans la presse au moment même où les Américains commençaient à prendre conscience des atrocités commises à l'égard des Amérindiens. Parce que la fortune de Sarah Winchester provenait de l'industrie des armes à feu, elle est devenue une cible facile. La maison Winchester était-elle sous le coup d'une malédiction? Sa propriétaire avait-elle une araignée au plafond? Ou la maison n'est-elle que le résultat des caprices d'une femme riche, mais peu douée pour l'architecture? Étrange, n'est-ce pas? Voilà d'étranges histoires de malédiction de partout dans le monde. En Grande-Bretagne, un mystérieux tableau est lié à une série d'incendies. Le garçon en pleurs sème-t-il la destruction partout sur son passage? En Floride, un sinistre jouet porte malheur à de pauvres innocents. La poupée Robert peut-elle briser des vies? Et en Californie, un mystérieux manoir témoigne du sombre passé d'une famille. La maison Winchester est-elle hantée par des fantômes? Ces étranges histoires sont-elles la preuve que les mauvais sorts existent? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.